Donc, il y a plusieurs conditions qui s'appliquent, mais ce qui est intéressant de noter, c'est que faut avoir travaillé un minimum de 910 heures. Donc, si on fait moins que ça, on n'est pas admissible à cette mesure-là. Pour la plupart des gens, le montant de base qu'ils peuvent recevoir équivaut à 55 de leur salaire par semaine. Par exemple, pour l'année 2015, le maximum qui a été autorisé par le gouvernement de revenus annuels est 49 500 $. Donc, même si vous avez gagné plus, vous ne pouvez pas recevoir plus de 524 $ par semaine. Ensuite, il y a le programme d'aide sociale, aussi connu sous le nom de bien-être social, qui est une aide financière de dernier recours aux personnes qui n'ont aucune contrainte sévère à l'emploi et qui ont de la misère à subvenir à leurs besoins de base en raison de leur situation financière. Donc, les critères pour être admissibles sont de plus en plus resserrés à chaque année par le gouvernement. Il faut entre autres avoir épuisé les recours possibles dans cette situation, c'est-à-dire être passé par l'assurance emploi si on est admissible, la pension alimentaire si on a des enfants à charge, les indemnisations relatives à un accident de travail ou un accident de la route et la rente de retraite versée par la Régie des rentes du Québec. Donc, par exemple, ici, je vous ai marqué la prestation de base par mois, qui est pour un adulte avec sans contrainte sévère à l'emploi, qui est de 616 $, avec une possibilité de travailler et de recevoir un salaire de 200 $ par mois sans qu'il y ait une réduction de la prestation. Donc, ça équivaut à peu près un peu moins de 10 000 $ par an. Alors que le seuil de pauvreté est de 21 000 $. Exactement. Donc, mais attends, avant que tu dises ça, les étudiants qui ne sont pas du Québec, ben surtout d'Afrique, est-ce que tu savais que ça existait au Québec, dans les pays riches? Tu imagines, quelqu'un qui n'a pas de travail, il reçoit de l'État une certaine somme pour subvenir à ses besoins. C'est pas assez pour vivre vraiment bien, mais il reçoit ça. C'est ce qu'on appelle les programmes sociaux. C'est vraiment... Est-ce qu'aux États-Unis ça existe? Est-ce que vous avez vérifié? Ben, ça existe dans ce moment. Ça existe quand même? Ouais. Parce que le chômage, je pense que ça existe. Ça existe, l'aide sociale aussi. L'aide sociale aussi. Mais c'est moins, même si ici, notre programme est très critiqué, puis on trouve qu'il n'y en a pas assez, ben ça dépend. Il y en a qui critiquent parce qu'ils trouvent que c'est trop, mais d'autres qui critiquent parce que c'est pas assez, mais ça reste quand même un programme assez comme général. On est vraiment mal renseigné sur ce programme-là. Il est vraiment, on dit toujours, le monde sur le BS, c'est vraiment péjoratif là, comme terme. Puis on va en parler plus tard des perceptions au Québec de la pauvreté puis du bien-être social. Puis on se rend compte que les BS, ils ont tout, puis ben non, c'est pas aussi facile que ça. Ils ont 10 000 $. Ils font du travail au noir. Pas Ben oui, ça justement, c'est un aspect c'est péjoratif de penser ça parce que c'est pas tous les gens sur le bien-être social qui sont comme ça. Donc, c'est ça, le taux d'aide sociale au Québec est environ de 7 %, mais on peut voir qu'en Gaspésie, puis en Mauricie et sur l'île de Montréal, c'est vraiment là qu'il y a le plus haut taux d'aide sociale à plus de 9 %. Donc, ensuite, je vais vous parler du paiement du soutien aux enfants, qui est une aide financière versée aux familles qui en ont besoin, qui ont aussi un enfant à charge de moins de 18 ans qui réside avec elles. Donc, ce montant-là est différent pour chaque famille selon les revenus familiaux, le nombre d'enfants à charge de moins de 18 ans, le nombre d'enfants en garde partagée, puis la situation conjugale, c'est-à-dire avec ou sans conjoint. Il y a aussi des places, le gouvernement subventionne aussi des places en garderie ou en centre de la petite enfance. Puis, ça varie en fait entre 7,30 $ et 20 $ par jour par enfant, encore une fois calculé selon le revenu. Par contre, il y a des garderies qui sont non subventionnées, qui peuvent coûter à ce moment-là entre 35 et 45 $ et parfois même plus selon les besoins spécialisés des enfants par jour par enfant. Mais pour équilibrer un peu ça, il y a des crédits d'impôt, ils appellent ça les crédits d'impôt remboursables pour frais de garde d'enfants, puis il y a aussi une aide fédérale pour équilibrer ça. Donc, au Québec, on a aussi un régime public d'assurance maladie qui est géré par la Régie d'assurance maladie du Québec.
Ce régime-là a pour mission d'assurer l'accès aux Québécois ou aux Québécoises des soins de santé qu'ils ont besoin. Donc, la RAMQ couvre 7 700 000 personnes avec son régime public d'assurance maladie. Et sur ce nombre-là, il y a 3,5 millions de personnes qui sont inscrites au régime public d'assurance médicaments. Les autres sont généralement couverts avec leur employeur au privé. Le gouvernement finance aussi un programme de prêts et bourses qui s'adresse aux personnes qui poursuivent leurs études à temps plein, soit au secondaire, à la formation professionnelle, aux études collégiales et aux études universitaires. Ce programme-là a pour but de fournir aux personnes, fournir une aide financière aux personnes dont les ressources financières sont insuffisantes pour poursuivre leurs études. Maintenant, je vais vous parler aussi d'un type d'organisme que le gouvernement finance, c'est les organismes d'économie sociale. En fait, l'économie sociale, c'est considéré comme une autre forme d'économie puisqu'elle traite d'une dimension sociale, justement. Donc, l'économie sociale est composée d'organismes producteurs de biens et de services au sein desquels la participation des personnes résulte de leur libre arbitre et n'est pas fondée sur la détention du capital. Donc, les mutuelles, les coopérations et les associations sans but lucratif font partie de l'économie sociale. Donc, l'entreprise d'économie sociale a pour finalité de servir ses membres ou la collectivité plutôt que de viser le rendement financier. Elle a une autonomie de gestion par rapport à l'État. Elle intègre aussi dans ses statuts et ses façons de faire un processus de décision démocratique qui inclut les travailleurs, mais aussi les usagers. Elle défend la primauté des personnes et du travail sur le capital dans la répartition de ses surplus et ses revenus. Puis elle fonde ses activités sur les principes de participation, de la prise en charge et de la responsabilité individuelle et collective. Donc, je vais vous parler du Sésame, qui est un organisme d'éducation alimentaire au service des citoyens et des citoyennes à Montréal. Donc, le Sésame, en fait, il partage des valeurs sociales et humaines qui croient être justes, notamment la justice sociale, l'égalité des sexes, l'interculturalité et la démocratie. Il offre aussi plusieurs services, comme j'en ai mis quelques-uns, un comptoir alimentaire qui 2 fois par mois permet aux familles, aux personnes seules dans le besoin de s'approvisionner en denrées alimentaires au coût de 4 $ par famille. Donc avec 4 $, on peut sortir de là avec une petite épicerie. Il y a aussi un programme de cuisine collective où c'est des groupes de 4 à 5 personnes qui achètent leurs aliments ensemble et les cuisinent ensemble au coût de 1 $. Il y a aussi une popote roulante qui va porter de la nourriture, des repas aux gens en convalescence ou en perte d'autonomie. Il y a aussi un programme d'approvisionnement de fruits et légumes à bas prix qui s'appelle Bonne boîte, bonne bouffe, qui permet à tout le monde de se procurer des boîtes de fruits et de légumes frais, principalement de production locale, tout en faisant des économies de 20 à 35 % par rapport à ce qui est vendu sur le marché. Donc, ça aide vraiment les gens plus défavorisés dans le quartier Merciès de Montréal. Donc, je vous ai présenté quelques-unes des mesures sociales qui se font au Québec. C'est sûr qu'il y en a d'autres. On a parlé des plus importantes, des plus connues. Mais ces mesures-là ne font pas nécessairement l'unanimité dans les opinions. Il y en a qui sont favorables, défavorables. Puis c'est ça qu'on va vous présenter un peu comment le Québec perçoit ces mesures-là. C'est tous des symboles. Donc, on trouvait ça important de vous présenter les perceptions dans la culture québécoise de la pauvreté et de l'exclusion sociale, parce que vu que c'est un peu notre thème, ce que les gens pensent, oui, ça nous éloigne du vivre ensemble. J'ai trouvé un rapport qui a été fait par Centraide en 2011 qui s'appelle Un préjugé, c'est collé une étiquette, la lutte contre la pauvreté s'arrête là où commencent nos préjugés. Sur ce rapport-là, il y avait beaucoup de commentaires qui avaient été rapportés dans leurs études, ce qu'on entendait souvent, donc j'en ai gardé 4. Les prestations d'aide sociale sont suffisantes pour couvrir les besoins essentiels. Comme vous l'avez mentionné, Alexandra, le maximum qu'on peut faire par mois si on n'a pas de contraintes sévères dans l'emploi, c'est autour de 800 $ par mois. Sauf que ça, c'est pour payer son électricité, son loyer, la nourriture, les vêtements, les soins d'hygiène, puis les autres frais qui sont incontournables.
Puis souvent, il ne va pas rester beaucoup, il va rester probablement rien pour payer les médicaments, les soins dentaires, les transports, les loisirs, les assurances, tout ce qui est aussi communication, donc Internet, téléphone, télévision. Donc c'est sûr que là, j'imagine qu'il y en a beaucoup ici qui vont dire « Ouais, ben, de toute façon, les assistés sociaux, ils ont tout gratuitement, donc ils ne payent pas le dentiste. » Ben non, c'est pas vrai. Parce que la sécurité du revenu, elle ne rembourse pas automatiquement, systématiquement le montant intégral d'un service ou d'un bien. Donc, il y a des limites et il y a des conditions qui s'appliquent. Par exemple, il faut être prestataire depuis au moins 6 ou 12 ou 24 mois consécutifs. Beaucoup de monde pense que ouais, ben pour ça, la pauvreté, vous avez juste à aller travailler. Comme on l'a expliqué tantôt, c'est vrai que travailler, ça procure beaucoup d'avantages, mais ce n'est pas une garantie contre la pauvreté. Parce qu'il y a près du quart des personnes qui vivent sous le seuil de faible revenu, comme on a dit, moins de 24 000 $ par année, sont des travailleuses et des travailleurs. Puis les boulots qui sont, en fait, les emplois qui sont accessibles à ces gens-là, qui sont souvent un peu scolarisés, sont souvent précaires, sont peu attrayants, sont mal rémunérés, puis ils offrent aucune protection. Un autre que j'ai trouvé quand même, ça va étonner un peu que les gens pensent ça. Il n'y a pas vraiment de vraie pauvreté au Québec. La vraie pauvreté, c'est dans les pays en développement. Oui, la pauvreté, ça existe quand même chez nous. C'est juste que la différence, ça s'inscrit dans un contexte de richesse et de prospérité relative. Donc, ça entraîne l'exclusion sociale puis des écarts de revenus importants. La pauvreté au Québec, ça touche 10 % de la population, principalement les personnes prestataires de l'aide sociale, les travailleuses et les travailleurs à faible revenu, les immigrants, les autochtones, les personnes handicapées puis les familles monoparentales. Attends, c'est intéressant, parce que je pense que dans les pays en développement, ceux qui viennent d'Afrique me confirmeront, vous avez le préjugé inverse. C'est-à-dire, vous pensez qu'au Québec, tout le monde est riche. C'est-à-dire, dans les pays du Nord, tout le monde est riche. En tout cas, ce n'est pas la perception moi que j'ai. Non, toi, tu es conscient qu'il y a de la pauvreté aussi. Effectivement. Mais autour de toi, mettons, toi, tu es un journaliste et tout, mais... Je me souviens à cela que moi, je lisais le portrait d'un Français qui vit maintenant en Guinée, à Conakry, qui racontait qu'il est SDF en France. Mais bon, qu'il vit bien en Guinée. Donc les gens savent de plus en plus avec les médias ce qui se passe à l'extérieur. Maintenant, c'est selon les degrés. Par exemple, dans les sociétés africaines, là où la pauvreté n'est pas ressentie, c'est ces liens sociaux qui permettent aux gens justement de traverser les phases du monde. Et en Haïti, est-ce que vous pensez que dans les pays du Nord, tout le monde est riche? Non, vous êtes conscient qu'il y a des riches et des pauvres. OK. Parfait. Donc, j'ai trouvé aussi sur le site, sur le rapport de Centraide, c'est vraiment en gros en plus sur le site. Donc, il y avait une information d'un animateur de radio de Québec en 2008. Et il n'y avait pas le nom, mais on sentait qu'ici, on pense toujours à la radio poubelle. Donc, qui disait, je trouvais ça un peu effrayant. Tu es un BS, tu ne travailles pas, tu ne payes pas une scène d'impôt, tu fais juste recevoir, tu ne poses aucune richesse. Pourquoi les BS votent? Ça ne serait pas une bonne mesure, ça, d'abolir le vote des BS. Comme si les gens sur le bien-être social, il n'y avait comme plus aucun droit, donc c'était plus des gens à part entière. Donc, c'est plus des citoyens. Les BS votent pour les gouvernements qui favorisent pas les politiques de redistribution. Ça change rien. Donc, on a décidé aussi de parler un peu dans le milieu culturel québécois. Parce que le milieu culturel, en fait, le milieu artistique, dans toutes ses formes, c'est un formidable porteur de messages forts et originaux. Il est bien placé et bien outillé pour toucher, éveiller, sensibiliser puis critiquer la conception du système de justice économique et sociale de la société québécoise. Oui, il va souvent utiliser la dérision pour aborder des thèmes qui s'expriment actuellement dans la gravité. Donc, ça peut être autant dans les chansons engagées, dans les séries télévisées, les films comme en humour. Donc, je ne vous la ferai pas jouer parce qu'elle dure plus de 9 minutes, mais pour ceux qui connaissent Plume la Traverse, ça fait des années qu'il fait de la chanson et qui est aussi impliqué politiquement et autres. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu la chanson Les Pauvres. Ça a été écrit en 78, donc ça date quand même, mais c'est toujours d'actualité par rapport à ce que les gens pensent de la pauvreté au Québec. Donc, c'est vraiment une critique ironique de la condition des pauvres. Donc, les paroles véhiculent vraiment des clichés sur la pauvreté, mais c'est pourtant ce que bien des gens pensent de la pauvreté. Donc, ce qu'il a écrit Plume la Traverse, c'est pas vraiment loin des milieux communs de ce que les gens pensent. Donc, si vous voulez, je vais le lire.
j'imagine que vous avez pu le lire. C'est vraiment un extrait là, parce qu'il y a énormément de couplets. Si jamais on a du temps pour l'écouter ou si vous voulez l'écouter, c'est vraiment. Tu mettras le lien sur Facebook. Ouais, ben, les pauses, ça m'en dit. Qu'ils fassent pas de bébé. Ouais, C'est comme. C'est Ben, ça. juste le début aussi, là, les pauses sont sur le bien-être. Vous mettrez la chanson sur le groupe Facebook. J'aurais fait jouer, mais ça dure 9 minutes quand même. Mais c'est une très belle chanson. Après, il y a l'extrait de Amberne des Cowboys fringants. Bon, c'est sûr que vous allez me dire que c'est une chanson qui parle beaucoup de l'indépendance du Québec, oui, entre autres. Parce que les Cowboys fringants, c'est quand même un groupe très engagé. Cette chanson-là, elle a été écrite en 2002. Mais ça ne parle pas juste de l'indépendance, donc ça parle des inégalités sociales, du mépris des questions environnementales, du laxisme des Québécois, de leurs institutions et de leur classe politique. Donc, vous l'avez sûrement déjà entendu. Je ne suis comme pas capable de faire la chanson, j'ai l'impression que je vais la chanter. Ça fait tant que je la chante. C'est un peu la même chose. Donc un revenu qui est dans la rue, auprès d'un grand revenu d'envers, c'est la même chose. On ne s'occupe pas vraiment des pauvres dans la rue. C'est pas de ma faute si t'es un trou de cul. Moi, l'important, c'est que je prospère. Le premier, c'est semblant que ça fait pauvre le plus gens quand on sait qu'il est au service des forces de la business, l'environnement, la pauvreté, c'est pas des sujets prioritaires, on n'entend pas beaucoup parler de l'air de porte des ministères. Mais c'est pas de ma faute si t'es un trou de cul, c'est le néolibéralisme en inverse. Ça lui a pris extrêmement du temps d'écrire cette chanson-là. Je suis allée lire un peu, puis ça a été. Donc, l'autre chanson qu'on a choisie, c'est. Oui, dans le fond, c'est une chanson des colocs qui est aussi un groupe très engagé, avec des chansons qui parlent de politique, puis de la répartition des richesses aussi. Cette chanson-là, ça s'appelle Passe-moi la POC, donc c'est une expression au Québec par rapport au hockey. Fais-moi une passe, aide-moi, dans un sens. Puis la chanson parle de l'itinérance. Puis au Québec, il y a 30 000 itinérants juste à Montréal. Mais c'est selon une enquête qui a été faite en 1998, parce que c'est dur de faire un recensement de ça. Donc il y en a peut-être plus, peut-être moins, on ne sait pas. Puis dans le fond, c'est ça. La chanson parle d'un sans-abri qui est interrogé par des journalistes stupides. Donc, parce que souvent, la veille de Noël au Québec, on voit ça dans les médias, les journalistes sortent dans la rue pour parler aux itinérants. Mais c'est un peu d'hypocrisie, si on veut, parce qu'on en parle une fois dans l'année, puis ensuite de ça, on fait comme s'ils n'existaient pas, puis on n'est pas les voir. Fait que la chanson, dans le fond, décrit un peu ça. Puis il dit aussi que le fait qu'il n'y a pas d'adresse, donc il ne peut pas avoir d'aide sociale. Puis, vu qu'il n'y a pas d'aide sociale, il ne peut pas se louer un appartement. Fait qu'il est comme dans un cercle où il ne pourra jamais s'en sortir. Fait que ça parle de ça dans la chanson. Donc, vous allez sûrement rire. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Grégory Raton, c'est un personnage de Pierre Palaton, qui s'est quitté en 2009. En fait, ça, c'est une caricature de la bourgeoisie canadienne, française, fédéraliste. Donc, Grégory Raton, on le retrouve dans des films, mais il y a aussi une télésérie qui est passée à TVA, si je ne me trompe pas. Grégory Raton idéalise un autre système qui restreint des politiques des répartitions des richesses, donc la privatisation, donc qui est vraiment comme pour le système américain des États-Unis. Donc, sa phrase célèbre, c'est « Ils ont tué les affaires, les Américains ». Donc, à travers ce personnage-là, il y a plusieurs sujets qui sont dénoncés, dont la question nationale québécoise, donc beaucoup indépendants, des indépendantistes. Puis, il parle aussi des mesures sociales. Donc, on vous a mis un extrait. C'est très cru, fait que faites pas le saut. Je vais juste vous dire pour que c'est un peu plaisir, mais bon, c'est sûr que c'est un joual, donc ça peut-être. Alors, bonne chance, nos amis non québécois. Pourquoi? Ou tu cliques 2 fois dessus? Ouais, copie l'adresse, puis sors du PowerPoint. C'est intéressant aussi de voir que, à la base, quand Grégory Raton est sorti, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris que c'était un parodie, que c'était pour dénoncer en fait la situation. Parce que la personne qui a écrit ça, en fait, c'est une personne qui est vraiment engagée pour les mesures sociales, la justice sociale. C'est comme une caricature des opinions qu'on entend et qui trouvent ridicules. Mais les gens ne comprennent pas toujours le deuxième sens. Est-ce que je peux sortir? Oui, il n'y a pas de problème. Il y a tellement de choses sur votre ordinateur. Il y a le site est parti.
Tu as copié le lycée? J'ai essayé, mais je pense que ça n'a pas fonctionné. Mais faites-le faire ça. Peut-être pour ça qu'il faut savoir. C'est pas long. Mais ça n'a pas fonctionné. Ah ouais. Quelle solution propose Gilles Proulx pour régler le problème de l'assistance sociale? Monsieur Graton. Toutes les petites custis qui est retourné travailler. Monsieur Proulx. Exactement. Et je voudrais apporter une précision, justement, un bottin de gableur avec un bon soulier pointu de rentrer ça le plus gros possible dans ce faux-tu-là. Cette bande de tarés puis de sangsues du système, de profiteurs qui passent leur journée à manger de la gomme et à fumer des cigarettes, acheter chez des pommons que l'on connaît, à Aqua Valvé et puis à Canada-Prix, qui l'hiver se promènent avec des motoneiges qu'on leur a payé, mesdames, messieurs, avec nos taxes, encore une fois, qui en plus de ça, cultivent la marijuana pour étourdir nos grands tatas, nous autres, avec le vieux vitré, qui ont rendu qu'ils savent même plus monter leur culotte à la hanche, tellement de fond de culotte leur traîne aux genoux. C'est ça le dérapage que ça donne. C'est plus capable de marcher, ni parler, ni écrire le français. Bâtard de bâtard! Eh oui! Félicitations! Ah! Il est comme inclus les autochtones, les étudiants, tout le monde est dans le bien-être social. Bon, alors, je pense que pour les étudiants... C'est sûr que c'est un joueur. Traduction, c'est... On est vraiment dans la culture, l'humour, la culture québécoise qui se regarde elle-même. C'est drôle, mais Vous avez compris? Donc, c'était pour Elvis. Il y a aussi dans le même genre une série québécoise au Québec, qui a été très populaire. Elle a connu vraiment un grand succès, mais au départ, durant les premières diffusions, là, aux journalistes, tout ça, on n'était même pas sûr qu'elle pourrait être diffusée parce que c'est vraiment cru. C'est François Havard qui a écrit cette série-là. Puis lui a dit que dans une entrevue, c'était une période où il était très en colère contre le système parce qu'il trouvait qu'il y avait de la corruption chez les plus riches. Donc la série montre en fait un travailleur qui se rend compte que son patron riche corrompt le système. Puis lui il se dit, ben moi je vais me mettre sur le bien-être social, puis je vais être pauvre, mais le corrompre d'une autre façon. Fait que, dans la série, on voit plein de préjugés qui sont, dont on rit dans un sens, c'est ironique. Fait que, on dit par exemple que les mères monoparentales sont des femmes qui prennent sans arrêt des mauvaises décisions puis c'est leur faute. Les prestataires du programme d'aide sociale sont tous alcooliques, consomment de la drogue et tout ça. Ça a été une série qui a repoussé les limites de l'acceptable à la télévision au Québec. Puis elle a eu comme des millions de codes d'écoute, donc elle était vraiment populaire. On a un extrait aussi qui est assez cru. C'est cru aussi. C'est fait. Vous comprendrez que c'est vraiment de la dérision parce que c'est Michel Rivard et tout ça. Ah! C'est pour ça que je l'enlève dessus le plancher, je vais le donner à mon gars. Votre fils est dans le besoin. Il est médecin aux États. Pour le site, le système est tellement tout croche. Fait que pour une fois qu'il y a quelque chose de beau ici dedans, il ne va pas me gêner. En plus, ça va fitter super bien avec la décoration de son chalet. Les meubles ici, c'est pas supposé d'aller aux démunis? Ben oui. Les affaires poquées et déchirées, ça s'harmonise mieux avec leur décoration. Oui, mais c'est pas juste. Combien de temps que tu es bénévole? Je fais juste commencer. Moi, ça fait 20 ans. Fait que j'en ai vu du PS, OK? La monoparentale, aussitôt qu'elle a une chance, elle va aller se faire fourrer par un autre alcoolique, pareil comme celui qui l'a mis en ballon la première fois. Elle va se glisser là après 2 enfants, parce que là, elle se rend compte que la seule chose dans laquelle son couilleux est vaillant, c'est pour y coller des volets et mettre des 30 sous dans la machine à poker. Fait que, qu'est-ce que tu veux que cette conne-là fasse avec un beau sofa en cuir? Elle n'apprécierait même pas. C'est pas tout le monde qui est le même, il ne faut pas généraliser. Ben, tu viendras m'en reparler quand ça fera 20 ans que tu essaieras de les sortir de leur marque. Les pauvres, là, le matériel, c'est pas important pour eux autres. La preuve, ils n'ont rien. Mais c'est sûr, ils n'ont pas d'argent.
Ben, même quand il y en a qui s'achètent de quoi de beau, c'est pas long que ça revire lettre comme le rostis de face de pauvre lettre. Ah ouais! La pauvreté, ça touche toutes les couches de la société. La pauvreté, c'est un agent de détérioration esthétique. C'est pas moi qui le dis, c'est la nature. Quand est-ce que tu deviens pauvre avec un beau gazon? Hein? Même le gazon veut rien savoir d'eux autres. C'est pas maintenant. Les pauvres, tout ce qui touche, ça revire lettre, ben non, ça pue. Regarde les enfants. S'il y a une affaire que les pauvres devraient avoir gratis, c'est les capotes. Ils s'en reproduisent, les tabarnak. Vous remarquez que les riches sont de plus en plus stériles. Ça paye des 15-20 000 pour des éprouvettes, des adoptions. Mais le calvaire, les pauvres, c'est comme des truies. Ça se reproduit comme des rats, ça chie dans nos rivières, ça fait tirer les tatons à vouloir sauver sur le biberon. Ah ouais! Ben moi, je suis pas d'accord. Tiens. C'est ça, au départ, dans les premières diffusions de cette série-là, même les groupes qui étaient comme à la défense des prestataires de l'aide sociale disaient « ça n'a pas de bon sens, ça va empirer les préjugés », tout ça. Puis les acteurs ont pris la défense de cette série-là en disant « moi, je pense au contraire que ça va faire réaliser les ridicules des gens, des fois, par rapport à leur opinion, puis peut-être même humaniser un petit peu ces gens-là, parce qu'au fil des séries, les gens ont probablement appris à apprécier les personnages au fil de la série. » Fait que c'est un pari qu'ils ont fait. Puis je vous en ai pas parlé tantôt, mais il y a un collectif pour un Québec sans pauvreté. Il y avait comme une enquête qui avait été réalisée auprès québécois. Je pense que c'est autour de comme 20 ou 30 personnes, je me souviens plus. Puis on demandait aux gens c'est quoi qui leur venait à l'esprit quand ils pensaient à la pauvreté. Puis ça ressemblait vraiment justement à la chanson de Plus la traverse. La première chose qui sortait, c'était les pauvres, ce sont ceux qui n'ont rien à manger, rien à mettre sur le dos, puis qui n'ont pas de logement. Donc il y avait une figure d'itinérant qui était très présente dans le discours des gens, mais quand on leur demandait de pousser leur réflexion un petit peu plus loin, ben, on se rendait compte que finalement ils ne savaient pas grand-chose sur la vie des sans-abri. Sauf que ce qu'on distinguait, c'est que les gens distinguaient un bon pauvre d'un mauvais pauvre. Donc, le bon pauvre, ben, c'était les mères monoparentales, même si dans les bougons, ça sort autrement, là, les chômeurs, les personnes handicapées. Donc, il y avait vraiment une preuve de compassion envers ces personnes-là, puis ces personnes-là avaient le droit d'être sur le bien-être social, sur l'assistance sociale. Puis les mauvais pauvres, ben, c'était les familles qui recevaient de l'aide sociale de génération en génération, puis qui faisaient aucun effort pour se sortir de leur misère, puis qui étaient, au bout du compte, entièrement responsables de leur situation, donc il n'y avait aucune empathie à leur égard. Voilà. On a aussi trouvé, dans le fond, un débat qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça sur les médias sociaux, après une annonce faite par le gouvernement qui visait, dans le fond, les prestataires de l'aide sociale. On obligeait maintenant, avec cette nouvelle mesure-là, les gens à rester au Québec minimum 15 jours par mois pour avoir le droit à l'aide sociale. Donc, il y a eu la réaction de Françoise David, qui est co-chef de Québec solidaire, qui disait qu'il n'y a personne avec de l'aide sociale à 600-800 $ par mois qui peut aller passer quelques jours dans le sud. Elle trouvait ça ridicule, que ça faisait juste encourager les gens justement à avoir encore plus de préjugés. Donc, on chassait les pauvres qui se sauvaient dans le sud durant l'hiver, alors que c'est impossible. Puis là, elle disait, dans le fond, ils ont à peine assez d'argent pour s'acheter un billet de bus. Est-ce que tu penses comment ils s'achètent des billets d'avion? C'est ça, donc ça c'était sa réaction. Puis ensuite de ça, il y a eu François Lambert, qui est un ancien dragon à la télévision. Donc c'est un entrepreneur riche qui lui a dit sur Facebook que les mesures étaient peu sévères au Québec par rapport à l'aide sociale. Puis ça a vraiment fait éclater un gros débat sur les médias sociaux. Il parlait du Kansas et du Missouri comme des endroits où ce genre de mesures-là étaient meilleures. Donc, on disait, par exemple, d'empêcher de retirer plus de 25 $ par jour aux gens qui sont prestataires de l'aide sociale. On disait aussi de ne pas acheter de chips de liqueur, de ne pas avoir de loisirs, de ne pas pouvoir se faire des ongles, des trucs comme ça. Lui, il disait qu'il comprenait la sévérité des mesures, mais qu'on devrait être plus sévère dans ce genre-là au Québec, donc les gens se sont vraiment révoltés. Puis certains étaient d'accord avec lui. Il y a eu une réponse d'une blogueuse qui s'appelle Bianca Lompré. Son article s'appelait « C'est Midi PS ». Donc, elle racontait dans le fond l'histoire de sa famille qui, elle, sa mère était sur le bien-être social. Puis, grâce à l'aide sociale, dans le fond, ses frères et ses sœurs ont pu être diplômés, donc post-secondaire. Donc, ils ont des diplômes collégial et à l'université. Puis, elle dit que grâce à ça, dans le fond, ça lui a permis de se sortir de la pauvreté.
Puis il y a aussi eu la réaction d'Alexandre Champagne, de 3 fois par jour, qui est aussi très populaire sur les réseaux sociaux, qui a fait un témoignage puis qui a dit que grâce à l'aide sociale, ses grands-parents s'étaient sauvés de l'itinérance. Donc ça a vraiment fait là, une grosse réaction sur les médias sociaux. Oui, je ne sais pas si vous connaissez l'émission Naufragés des villes. Ouais. Je trouve que ça présente bien un peu le monde de la pauvreté. C'est des gens qui sont vraiment assez bien nantis, qui décident de devenir sans-abri pendant je ne sais pas combien de période de temps. Ils doivent avoir des prestataires de l'aide sociale, ils doivent trouver un appartement. Ils doivent. C'est hyper difficile, ce genre de vie-là. Puis ça montre vraiment une image. Ça coupe les préjugés. Quand tu dis, écoute, les gens n'ont vraiment pas les moyens, là, les appartements. Prendre l'autobus, trouver un emploi, c'est super difficile quand tu n'as vraiment pas les moyens. Ouais. Là, si tu peux regarder l'émission Naufragés des villes, là, ça vaut vraiment la peine. Il y a plusieurs épisodes, je pense. C'est très intéressant. Par rapport à ce que vous avez dit aussi pour la politique, pendant la dernière campagne au provincial, il y avait le Parti conservateur du Québec qui, une de leurs publicités, c'était l'aide sociale devrait être une aide temporaire et non un plan de carrière. Puis la photo, c'était quelqu'un avec les vêtements déchirés, une grosse quille de bière avec son terrain tout dégueulasse, avec quelqu'un qui part en béton, cravate. Avec ça. Donc encore là... Comme la photo du bougon. C'est ça, voilà. Puis, je ne sais pas si vous connaissez l'Itinéraire. C'est un journal à Montréal qui est écrit de façon bénévole par des étudiants ou par des journalistes qui font du bénévolat. Ensuite de ça, il est vendu dans les rues par des gens qui sont itinérants. Donc, ça leur permet d'avoir un petit revenu, puis de se remettre au travail tranquillement, puis de se sentir utile aussi. Puis aussi, les gens trouvent que le regard par rapport à eux change à partir du moment où ils font quelque chose au lieu de quêter, par exemple. Puisqu'ils sont là à vendre quelque chose et à offrir un produit, les gens leur parlent plus, ont plus d'interaction avec les autres, fait qu'ils se sentent plus intégrés dans la société. Puis, on a eu des témoignages de gens, dont un monsieur qui, lui, avait travaillé toute sa vie comme bûcheron, je pense, dans les bois. Puis, un jour, il y a eu un accident de travail, il a été malade, puis là, de fil en aiguille, tout s'est empiré, puis il est fini dans la rue. Puis, on voit aussi que cette personne-là était sur l'aide sociale, mais qu'elle n'avait pas assez de sous pour se payer une télévision ou payer son logement, fait qu'elle avait juste décidé d'abandonner, puis de lâcher prise, puis d'aller dans la rue. Et des fois, ça prouve que l'aide sociale, c'est pas. Il n'y a pas de luxe, là, que les gens ne peuvent pas se payer la télévision. C'est sûr qu'il y a un abus du système, mais c'est comme dans n'importe quoi. Ça pourrait être des riches qui en abusent. Ouais. Et on parle tellement des gens qui abusent qu'on dirait que c'est comme 90% des prestataires de l'aide sociale qui abusent du système, alors que c'est peut-être quoi, 1%. Ils ne sont pas heureux, ils ne sont pas fiers d'être sur le bien-être social. Non, c'est ça. C'est quelque chose. Quand on parle d'abus, je pense qu'on parle aussi de rentrer dans une espèce de service, dans une espèce d'engrenage, que c'est bien dur de sortir. Puis, je veux dire, les personnes qui vont abuser, c'est nécessairement des mauvaises personnes, c'est des personnes qui ne méritent pas qu'on essaye de les aider et de les sortir de ce cercle-là. Je me souviens que quand je regardais les vidéos justement des bougons qui étaient visés dans le temps, il y avait, je ne sais pas si vous vous en souvenez, je pense que ça il y a comme 2 ans, il y a comme deux gars sur Facebook qui ont commencé à publier des trucs comme moi je suis bien sociale, envoyer travailler les travailleurs pour que travailler plus fort, gagner plus cher pour que mon BS augmente puis tout. Ben, ça avait fait un tollé, c'était comme c'était normalement épouvantable, ça avait passé même un émission de Mario du Monde, puis en disant c'est pour rire des travailleurs puis tout ça, puis finalement ces 2 personnes-là étaient réellement sur le bien-être social, mais il y avait des incapacités à travailler. C'est destructeur pour le social, des vidéos de même. Voilà, c'était même inutile. Non, c'est ça exactement. Puis je me souviens qu'ils disent finalement, un des deux gars sur la vidéo a un problème physique, il ne peut pas travailler. Puis il y avait un des animateurs qui m'a dit moi, il dit tu vas bien comme toi puis moi, qui est pas malade, il peut travailler. Puis c'est sûr que ça l'aide pas. Je voudrais ajouter, pour avoir travaillé au centre de recouvrement du ministère de l'Emploi, on faisait du recouvrement pour les personnes du bien-être social qui ont reçu des surplus. Il y en a qui fraudent le système parce qu'on les appelait, les gens les appelaient, puis ils étaient soit à la chasse, soit à l'extérieur du pays. Mais parce que ceux qui sont vraiment dans la misère ont peut-être moins d'argent à cause de ces gens-là qui sont aussi dans le système et qui fraudent et qui en profitent pour... ils ne veulent pas remettre l'argent une fois qu'ils l'ont eu. Je peux vous dire des cas concrets, la personne est à la chasse, puis je vais vous rappeler quand je vais être revenu de la chasse. Donc, moi, ce qui me choquait, c'est de voir qu'il y a des gens qui étaient dans le système, qui
qui empêchaient les autres, comme les femmes monoparentales qui retournaient aux études, ou d'autres personnes qui avaient des incapacités physiques de pouvoir de recevoir des prestations peut-être plus élevées à cause des fraudeurs qui existaient dans le domaine. Mais l'affaire, c'est que, ouais, c'est vraiment frustrant, puis c'est vraiment pas correct, mais l'argent qui va dans les paradis fiscaux, là, en représente une proportion beaucoup plus immense que les personnes qui fraudent sur le bien-être social, mais ça, on en parle vraiment moins. Puis ceux du bien-être social, on en parle comme si c'était... Parce que l'argent, mais c'est pauvre, ça représente vraiment peu d'argent comparativement à d'autres mesures qui se font par les plus riches, puis... qui ne fâchent pas. Donc, il y a des inégalités dans les inégalités. Ça ne nous fâche pas parce que, dans le fond, on se dit que c'est leur argent, que c'est eux. Fait que, tu sais, dans le fond, avec la pensée néolibérale, c'est moins fâchant parce que c'est pas l'argent des autres, c'est leur argent. Parce que aux États-Unis, les Américains, les démocrates déploraient que les républicains, une artiste par exemple, va s'acheter une robe de 700 000 $ pour aller aux Oscars, mais c'est déductible d'impôts. Et ceux qui font de l'argent embauchent des avocats ou des comptables pour trouver des solutions pour encore faire plus d'argent en achetant des œuvres d'art qui vont être déductibles d'impôts et mettant de l'argent donc dans des paradis fiscaux. Puis il y a plus d'inégalités aux États-Unis qu'ici, je trouve. Mais c'est un peu ce qu'il faut, que la chasse aux pauvres, on trouve ça donc horrible, les gens qui abusent un peu du système. C'est sûr, il y en a beaucoup des gens qui abusent du système, qui sont sur l'aide sociale, mais c'est parce que on trouve les gens qui se considèrent comme, ben moi, c'est moi qui paye pour ça, c'est un peu, c'est ça, c'est l'individu qui ne veut pas payer pour une activité, pour quelqu'un d'autre. C'est vraiment là qu'on voit que c'est pas tout le monde qui sont prêts à sacrifier un petit peu de leur individualité au profit de la collectivité. Puis ça creuse encore plus l'écart. C'est pour ça que l'impôt, par exemple, c'est un sujet politique. Là, les politiciens ne veulent pas augmenter l'impôt. Puis si tu peux diminuer l'impôt, c'est sûr que tu es élu, pratiquement. Fait que c'est des trucs qui sont... Ouais. Mais ça veut dire que vraiment, et moi j'en suis persuadée, j'utilise ça quand j'en parle, la pensée néolibérale a pénétré notre culture. Alors que le Québec était vraiment un État-providence, vous avez vraiment fait la démonstration, on se dit des choses comme ça. Moi, personnellement, je paye beaucoup d'impôts parce que j'ai un gros salaire, évidemment. Je ne suis pas dans le 1% là, mais bon, quand même. Mais je serais prête à payer plus d'impôts. Il y a aussi, le fait que... Qu'est-ce qu'il y a? Je suis prête à payer plus d'impôts pour qu'il y ait plus de répartition de richesse, et je suis certaine que je ne suis pas la seule. Mais avant, il y avait 16 paliers gouvernementaux, puis maintenant, il y en a 3. Et le fait d'en avoir 3, ça n'aide pas, mettons, les membres de la classe moyenne qui font partie du 99%, ça aide les personnes qui sont déjà très riches et qui font partie du 1%. Tout à fait. Puis aussi, la juste part, le livre La juste part, ce qu'il dit, c'est que, dans le fond, le fait de réduire les inégalités, ça profite collectivement parce que les gens le niveau de bonheur et de satisfaction est plus élevé. Fait que, puis même pour tout le monde, il y a moins de problèmes. Souvent, quand il y a des plus fortes inégalités entre les personnes, c'est là qu'il y a les problèmes sociaux comme ceux qui se droguent, ceux qui se suicident, la criminalité. Puis un autre aspect qui est intéressant, je trouve qu'on est passé d'une société collectiviste dans le temps de nos grands-parents, le voisin passe au feu, il y avait une difficulté, les voisins allaient l'aider, on était plus solidaires, les gens étaient plus solidaires, plus collaborateurs. Puis après, dans ma génération, on était plus compensé à la société, plus collectiviste. Puis maintenant, on s'en va vers une société plus individualiste. Exactement, et ça fait une très bonne transition avec justement les moyens de lutte à la pauvreté en Afrique ou en Haïti. Peut-être vous pourriez nous décrire comment en Afrique, au Togo, au Sénégal, en Haïti, comment les gens font pour... Il n'y a pas d'État-providence. Hein, vous comprenez, les Québécois, là, il n'y a aucun État-providence. Dire l'aide sociale et tout ça. Est-ce qu'il y a des prestations d'assurance chômage au Sénégal ou au Togo? Non. Non. Il n'y a pas d'assurance chômage. Est-ce qu'il y a une assurance santé qui vous permet d'être soigné gratuitement chez le médecin? Non.
Vous comprenez, hein? Tout ce qu'on a au Québec, c'est extrêmement précieux. Quand il y a des gens qui disent que c'est attaqué, c'est parce qu'il y a des pays où ça n'existe pas. Mais qu'est-ce qui remplace à ce moment-là? Expliquez. C'est le poids de la société. La société est présente et c'est ce que Émile Durkheim appelle décrit les sociétés africaines comme des sociétés à solidarité mécanique. C'est des sociétés où il n'y a pas de spécialisation. Donc, il l'a utilisé dans un autre sens, mais c'est une société où, a priori, chacun est utile dans le système. Pour que le système marche, tout le monde est utile et donc personne n'est laissé dehors du système en dehors du système parce que sans lui, ça ne peut pas fonctionner. Et donc, quand il est là, il peut aider. Quand il n'est pas en forme, il faut l'aider parce qu'on a besoin de lui pour que le système marche. Il y a forcément peut-être des exemples un peu plus précis au niveau des pays que certains vont... Ouais. Mais par exemple, si dans une famille, il y a un cousin qui a pas d'emploi, etc., oui. Ben, moi, par exemple, jusqu'à partir du Québec, avec mon revenu modeste, j'aide plein de personnes. Hein. Tu aides beaucoup de personnes? J'aide beaucoup de personnes. Tout ce que j'ai, c'est pour la famille. C'est comme ça qu'on conçoit ça. Ça a des aspects négatifs, des aspects positifs aussi. C'est que le côté négatif, c'est que tu ne jouis jamais pleinement de ce que tu as. Mais ce qui est positif, c'est que quand tu es dans le pétrin, il y a toujours quelqu'un pour réagir parce que quand toi tu en as, tu penses aux autres. Donc nous sommes toujours dans cette dynamique qui malheureusement est en train de perdre de sa consistance parce que les médias, on s'ouvre et puis on voit aussi ailleurs comment ça marche. Et puis la standardisation, parce que je voudrais revenir sur cet aspect aussi. Quand on parle de répartition, peut-être que j'attendais que vous finissiez avec votre conclusion. Si on doit évoluer vers une meilleure répartition des biens, il y a certains qui estiment qui sont sceptiques en fait. Qui sont sceptiques parce que quand on revient au concept de richesse et de bonheur, c'est standardisé. C'est-à-dire que moi, dans mon village africain, c'est quoi le bonheur? Aujourd'hui, quand on me dit c'est quoi le bonheur, il faut que je m'identifie à la définition que Tanguy a du bonheur. Un iPhone, une tablette, Internet, tout ça, c'est des choses qui en principe n'ont rien à voir avec mon contexte, mon univers dans lequel je vis. Mais c'est comme ça. Ça a été standardisé et c'est ce qui fait que on peut dire que les pays d'Afrique sont pauvres quand on regarde cet aspect-là de la chose. Et tant qu'on restera dans cette situation, les pays africains resteront pauvres parce que ceux qui définissent un peu cette chose de cette façon estiment que c'est fait pour permettre au système des pays occidentaux de survivre, de vivre et de continuer parce que c'est eux qui produisent des iPhones, c'est eux qui produisent tout ce qu'ils... Donc, pour que ça puisse se vendre et que ces pays restent comme ils sont, il faut que les pays africains pensent. Et les Africains, donc moi, par exemple, dans mon village, que je pense que pour être heureux, il faut que j'ai ce que Tanguy a, par exemple. Alors que ça contribue à plutôt faire vivre le système dans lequel Tanguy évolue, pas le mien. Donc c'est un peu comme ça que certains voient la chose. C'est une logique occidentale, une logique occidentale du bonheur, mais c'est pas là-dessus que je vais parler. Tantôt, ça me faisait penser l'entraide. Quand je suis allée, moi, en Afrique, un petit séjour au Sénégal, on me racontait qu'on élève les enfants de la famille aussi, quand une famille est trop nombreuse. Puis ça, c'est intéressant. Est-ce qu'on ferait ça, nous, ici? Est-ce qu'on serait prêt à prendre le fils ou la fille d'un frère ou de sa sœur et dire, bon, mais t'es dans le pétrin, je le prends. Mais tu le prends. Je dans le temps de mes grands-parents. Tu le prends pas forcément, mais tous sont des mononcles, des tantes et des tantis. On m'avait raconté que des fois, c'était passé aussi dans la... Chez les Inuits aussi. Les Inuits font ça aussi. Ils adoptent très facilement des enfants dont les parents ont un problème. J'ai une question. Si, par exemple, la logique occidentale fait qu'on impose notre bonheur, mettons, au pays d'Afrique, ça peut être quelque chose qui nous sépare, mais est-ce que ça peut être quelque chose qui nous rassemble? C'est-à-dire, mais c'est pas si simple. Ouais. Ce qui veut dire, c'est la richesse mesurée en termes de possession matérielle, d'avoir. Alors qu'il y a d'autres formes de richesse, mais dans le monde occidental aussi, tu as présenté Sésame. Tout le monde n'est pas néolibéraux dans le monde occidental. Il y a de la résistance. Chapitre 9.
Il y a la résistance à la culture néolibérale. Et encore, je vous ai mis tellement de choses sur Facebook, vous devez le croire, de gens qui s'engagent, qui aident les autres, etc., même dans le monde occidental. Mais la question, donc c'est de reconnaître que l'être est une richesse aussi, que les rapports sociaux, la cohésion sociale, le lien social, la solidarité sont aussi des formes de richesse. Mais la question que je voulais vous poser, parce que juste après je te redonne la parole, c'est est-ce que l'État-providence, qui dans le fond a confié à l'État le soin de prendre soin des gens pauvres, etc., avec tous ces programmes, je filme n'importe quoi là, est-ce qu'il n'a pas contribué d'une certaine façon à rendre inutile cette solidarité qu'il y avait en Afrique ou à l'époque des grands-parents de Jean? C'est-à-dire que dans le fond, l'État a pris, en prenant une telle grande, a pris la place des solidarités. Et effectivement, l'État a une capacité de redistribution des richesses incroyable qu'un village n'a pas. Mais est-ce que du coup, il n'y a pas eu une perte de ce sentiment, et là, on revient vraiment à la définition de la citoyenneté, de ce sentiment de responsabilité que chacun de nous en a envers notre prochain. Je veux dire, on revient à une tradition chrétienne, là, qui n'est pas la tradition africaine, mais qui est aussi quand même... Et que dans le fond, on se dit, l'État s'occupe des gens pauvres. Pourquoi moi je m'en occuperais? Et donc on se déresponsabilise. Et là, il y a quelque chose dans le vivre ensemble qui se perd. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être qu'on est devenu individualiste, puis après on s'est posé la question comment combler. Ah, ok, toi tu verrais l'inverse, peut-être? Oui, d'accord. Parce qu'en fond, qu'est-ce qui a fait que... c'est comme la révolution qui a fait en sorte qu'on ait ce programme-là. Révolution tranquille. Oui. Puis, dans le fond, je pense que la révolution, ça part d'un sentiment de vivre ensemble, de collectivité. Puis c'est sûr que, étant donné qu'il y a comme une instance supérieure qui s'occupe de redistribuer les richesses, on a comme déjà l'impression de faire sa part, mais en même temps, vu que quand on reçoit notre paye, on reçoit comme tout le salaire brut, on a l'impression qu'après ça, ils nous enlèvent. Mais dans le fond, c'est comme une décision de société, puis je pense qu'on a tendance à l'oublier. Ouais. C'est comme si la redistribution économique des richesses nous avait amené à abandonner le lien social, dans le fond, ou à en parler moins. Il y avait Fanny, puis après je te redonne la parole. C'est-à-dire? Ah, ok. C'est ça que je pense que puisque une grosse partie du salaire qui s'en va, puis c'est pas, ça veut dire l'État s'occupe des pauvres, mais c'est pas l'État qui s'en occupe, c'est les personnes qui fournissent à l'État. Oui, mais oui, absolument. Mais ça, est-ce qu'on le voit? Que quand on paye l'impôt, on contribue au bien commun. Comme tu dis, les gens pensent plus qu'on leur prend quelque chose. Ceux qui sont dans le néolibéralisme ont l'impression qu'on leur prend quelque chose. Au bon endroit parce que l'État coupe à plein d'endroits importants. Puis là, on se dit, à quoi ils servent nos impôts si dans l'éducation on coupe, si dans la santé on coupe, si dans l'aide aux diminués on coupe. C'est peut-être dans le lien qui se fait qu'on ne voit pas les résultats de l'impôt. On achète des avions de guerre, des Mirage. Attends, il y avait Poyodi, et puis après, c'est Victoire, c'est ça? Oui, moi j'abondais plutôt dans le sens de... parce que moi je me dis que c'est peut-être parce que les liens sociaux se désagrègent que l'État est obligé de remplacer. Okay. Mais quand on regarde un peu la situation, c'est-à-dire que l'État tend à se désengager de plus en plus maintenant. En tout cas, cette tendance qui veut que l'État se désengage est en train de l'État néolibéral. Voilà, et c'est là que cette théorie ne marche plus. Mais ce que je voulais ajouter, c'est lorsque vous parlez de l'indice du développement humain, c'est qu'on est parti du PIB en principe pour aller à l'indice du développement humain qui englobe d'autres aspects encore qui permettent d'apprécier les choses. Et c'est là qu'on voit par exemple les États-Unis tombent de 23 places, quelque chose comme ça. Il y a un indice qui est en train d'être expérimenté aussi, qu'ils appellent l'indice relatif du bonheur. Et quand on l'ajoute, vous verrez que ça permet de nuancer encore la vision des choses. C'est par exemple avec cet indice que, au cours de cette année 2015, on découvre par exemple que les Rwandais, malgré ce qu'ils ont vécu dans les années 94, sont plus heureux que les Français et les Allemands, par exemple.
Donc ça permet de nuancer cette façon de dire les gens sont plus malheureux par ici, ils sont plus heureux par là. Et tous ces indices contribuent à nuancer la vision du monde. Alors, je sais qu'il y a des limites à ça aussi, parce que c'est vraiment, ces indices-là sont faits d'un point de vue occidental, selon les conceptions de ce qui devrait être bien et ce qui ne l'est pas. Et ça, il y a des limites. Mais c'est dur à l'évaluer, c'est tout de la subjectivité. Ah ben oui. Alors, il y avait... Relevez la main, là, Ok, alors Victoire, puis après Vincent, puis Isa. Moi, je trouve que c'est important qu'il y ait quand même un État-providence qui garantit un minimum de réseau de solidarité. Mais en même temps, je trouve que quand il y a trop d'État-providence, je trouve que ça enlève la dimension humaine, en fait, de la solidarité, dans le sens où quand on choisit de donner notre argent, par exemple, pour résoudre tel problème, c'est vraiment comme un engagement personnel parce qu'on est content de donner à tel humain, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais comme... Et si on donne notre argent, l'État prend notre argent pour le donner à quelqu'un d'autre, il y a comme plus ce lien comme de main à main, entre guillemets, d'humain à humain. Je trouve ça un petit peu dommage, puis je trouve que c'est bien qu'on donne là où on a envie de donner, puis qu'il y ait vraiment un lien comme... Et je trouve que aussi, l'État-providence, oui, c'est nécessaire, mais d'un autre côté, la solidarité sociale, comme on le voit dans les exemples africains, ça se fait quand même naturellement. C'est inhérent à notre mission humaine. Du temps. Tout le bénévolat, tout ça. Il y a vraiment des gens qui sont volontaires. Là. On dit que les gens sont individualistes, mais pas tous. Là. Il y a tellement des organismes justement d'économie sociale, comme que je parlais, c'est des gens, c'est sûr qu'ils sont un peu financés par l'État, mais c'est des gens qui ont pris la décision justement de redonner parce qu'ils trouvaient justement qu'il y avait trop d'égalité. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à faire du bénévolat, même s'ils payent de l'impôt. Puis l'économie sociale aussi, c'est de choisir. Par exemple, si je choisis d'aller dans ce café-là, c'est parce que je sais que eux, les profits qu'ils vont faire, vont les redistribuer en faisant de la cuisine collective, des choses comme ça. Fait que c'est dans les choix aussi qu'on prend dans la consommation. Donc là, vous parlez d'enfants, vous revenez à la citoyenneté, du point de vue de l'individu, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais je vous signale quand même que les élections, ça sert à choisir le gouvernement qui va dépenser de telle ou telle façon l'argent de nos impôts. C'est que quand on donne nous-mêmes notre argent, c'est comme... On va sourire à la personne à qui on donne notre argent, c'est comme pas juste pour le mettre dans une caisse, puis quelqu'un d'autre va distribuer à notre place. C'est plus engageant. Ouais, c'est plus engagé, puis c'est plus humain. Je veux juste rebondir sur ça, parce que c'est exactement ce que je voulais dire, mais à l'inverse, je pense pas que ce soit forcément plus ou moins d'aide de l'État-providence qui modifie la sociabilité entre humains. Je pense que c'est juste le problème de communication de cette affaire et d'éducation. Les gens, en fait, je pense qu'on n'explique pas assez pourquoi on fait ça et où ça va aller. Et souvent, les gens, quand ils donnent, ils ont besoin de reconnaissance. C'est un sentiment humain. Et les associations font souvent ça. Par exemple, merci, vous avez contribué à donner tant de piqûres à des enfants, etc. Et vu que quand on donne à l'État-providence, on ne reçoit rien en échange, on a l'impression que notre argent est soit gâché, soit donné aux mauvaises personnes, ou alors on pense que cet argent, on n'en fait rien du tout, parce qu'on n'a aucun retour en fait. Donc peut-être que la solution serait plus déjà d'éduquer les gens en leur disant « voilà, votre argent, il va vraiment aller là, regardez dans le système, dans un schéma, qu'est-ce qu'il fait ?» Puis aussi, peut-être que les gens aimeraient savoir genre, en quoi, cette année, ça a permis de régler tant de personnes, de logements, etc. Parce que même ici, moi qui viens d'arriver, à peu près, par rapport aux autochtones, j'ai vu directement que les Québécois avaient une vision que c'était des personnes assistées, mais vraiment. Et que c'était des alcooliques, il fallait pas que j'y aille, parce que j'ai voulu aller dans une réserve, et on m'a tous revendiqué, mais plusieurs Québécois, j'en ai eu au moins, j'ai demandé 5 avis. Et je me suis rendu compte d'un point de vue extérieur, ouais, alors c'est du racisme. Non, non, c'est pas du racisme, c'est la vérité, ils sont tous comme ça. Et du coup, je me suis dit, ok, je pense que c'est vraiment un problème comme ça. C'est aussi, regarde pourquoi on les aide alors qu'ils font rien, alors que nous on fait. On perd le sens de ce que fait l'État-providence, alors qu'à la base on sait pourquoi on l'a fait. Il faudrait juste remettre ça de l'avant. Et je pense que même en écrivant à la fin, merci, vous avez contribué, mais n'oubliez pas que la solidarité est une affaire de chacun et que se fait au quotidien. Peut-être que ça changerait. C'est sûr qu'aux Autochtones, en plus, ce qu'on a fait, c'est qu'au lieu d'essayer qu'on s'intègre tous ensemble, autochtones, pas autochtones, on leur a juste donné plein d'argent, on les a mis, tiens, vous avez tout. Ok, c'est sûr que ça allait virer complètement croche, là, que ça n'allait pas être. Puis
c'est vrai que même moi, j'ai un peu cette pensée-là parce que j'ai des amis qui habitent à cette île, qui sont pas autochtones, comme d'aller voir des réserves, puis mon copain qui est pérouvien, puis qui travaille à l'extérieur, à sa Côte-Nord, puis il me dit « Je suis allée dans les réserves autochtones, c'est épouvantable, Amélie. J'en avais pas. » Comme des enfants qui jouent dehors jusqu'à je sais plus quelle heure, les parents s'en occupent pas. C'est vrai, c'est sûr qu'il y a de la boisson, c'est vrai, c'est une réalité, mais c'est un peu, c'est la faute du gouvernement. Ben, c'est notre faute en fait parce qu'on leur a tous donné un gros montant d'argent, on les a mis là, débrouillez-vous, vous avez tout ce que vous... Ben, il y en a beaucoup, mais on les a pas, on les a pas appris à s'intégrer. Ben, ils sont parqués dans des réserves. Exact. Ça, je veux dire, comme échec total du vivre ensemble canadien. Là, vous restez là, puis c'est... Attends, il y avait Vincent, on va prendre dans l'ordre quand même. Il y avait Vincent, Fanny, puis... Ben, c'est peut-être un peu dépassé, là. Tantôt, là, quand on parlait des impôts, puis un peu le sentiment de... On a l'impression qu'on se fait voler, si on veut. Ce serait peut-être différent si on n'avait pas une espèce de climat de méfiance, puis un peu de sentiment de trahison envers nos élus. Il y a tellement de scandales, puis je pense qu'il y a une culture médiatique autour de... Parce que je pense qu'on entretient cette haine un peu envers la façon que l'argent de l'État est géré. Puis, bon, je veux pas, je veux dire, on est esclaves de ceux qui sont esclaves de leur lobby, puis nos impôts vont juste augmenter, puis oui, logiquement, on redistribue, c'est la seule et unique façon de redistribuer de façon systématique, mais... Puis c'est ça qui rend acceptable de payer l'impôt aussi, là? Oui, ben c'est ça, mais ça s'en va. Oui, ça s'en va où? Bonne question. Oui, Fanny? Ben, c'est juste un témoignage là, par rapport à la discussion sur les Autochtones. Moi, j'habitais dans le nord du Québec quand j'étais plus jeune, puis mon père était ingénieur forestier, puis il m'a fait visiter plusieurs réserves, puis il m'en a beaucoup parlé parce qu'il travaillait avec eux. Puis le problème, c'est pas qu'on leur donne l'argent et qu'on les met qu'on les confine dans des réserves, c'est qu'on essaie de leur imposer notre façon de vivre à nous, les Blancs, puis les Autochtones, ils refusent notre façon de vivre à nous, ils essaient le plus possible de se distancer de ça, puis on leur a volé beaucoup de leur richesse, peu d'argent, ils ont été mal, on essaie de les manipuler, puis en tout cas, on leur a vraiment volé beaucoup de choses, et qu'ils essaient de se rebeller contre la culture comme québécoise, fait que c'est ça qu'ils n'acceptent pas. Fait que je pense pas qu'on les isole nécessairement, mais eux aussi veulent s'isoler, fait que c'est un problème à double sens, c'est ça, c'est pas juste nous les méchants québécois, oui, on a fait plein de choses méchantes, mais ils refusent notre culture, puis nous, on y va avec une approche, on vous donne de l'argent pour vous acheter ça. C'est ça qui marche pas, c'est ça, à mon sens, le nouveau problème. Au lieu d'apprendre à vivre ensemble. En tout cas, ils sont en train de produire plein d'avocats et de politologues, les Autochtones, ça va être quelque chose dans quelques années, là. Ça va changer. Qu'est-ce que je veux dire? J'avais une amie qui a travaillé 5 ans dans les réserves autochtones comme enseignante au primaire, puis elle voyait des choses horribles, puis il y avait un enfant qui était sur le bord de la rue, qui ne voulait pas rentrer chez eux parce que les parents étaient en train de chicaner, se battre dans la maison. Elle est allée les porter chez la voisine, s'en occuper jusqu'à poser à la maison. Puis après, elle s'est encore mêlée de d'autres choses, puis au bout de 2 semaines, elle avait un retour du chef de bande, un billet de retour pour retourner dans le sud parce qu'elle se mêlait trop de leurs affaires. Puis c'est comme tu disais, l'isolement, mais ils se méfient aussi de nous, puis ils ont se méfieux d'eux. Puis même dans la politique, dans la campagne politique, dans le cours de communication politique, on en parlait hier, il y a des choses qui ne sont pas abordées, comme les Autochtones. C'est pas abordé dans la présente campagne électorale. Puis les autres, ils voudraient que ça soit abordé, mais c'est des grands oubliés, on dirait, de notre société. Ah, c'est des citoyens de seconde zone institutionnalisés au Canada. Pour ceux qui ne sont pas canadiens, là, c'est vraiment, même on dit parfois le quart-monde. Il y a Adrian Tanner, là, qui était un spécialiste, il appelle les réserves autochtones le quart-monde. Parce que ils vivent comme dans des pays très pauvres, mais en plein milieu du Canada. Oui? Décrit, comme elle l'a fait tout de suite. Moi, la question que je me pose, c'est que chacun à son niveau, est-ce qu'il se dit, qu'est-ce que j'ai fait pour que le système soit aussi défectueux que ça? C'est justement, madame en a fait état tout de suite, par exemple, aux élections, c'est nous-mêmes qui choisissons les institutions qui vont diriger et impulser la politique de notre État. À ce niveau, qu'est-ce que nous avons fait pour que ça fonctionne comme ça? Est-ce qu'on se pose cette question? Parce qu'en fait, hier, lors du cours de communication politique, moi je me suis dit, mais on est tous un peu au fond écolo. Et comment peut-on se dire qu'un parti écologique est faible? On a une petite pincée écolo, chacun d'entre nous, mais on n'adhère pas, on ne va pas jusqu'à poser l'acte d'achat politique dans ces partis-là. On a tous ceux qui ont une sensibilité sociale, on a tous un élan
comme quoi que les moyens de production doivent être la propriété de tout le monde. Et dans ce cas, comment nous arrivons à faire un choix libéral de vote, par exemple, de propriété privée des moyens de production? Françoise David, qui est comme la co-chef du parti le plus à gauche là, au Québec, elle disait les gens nous aiment parce qu'on est là, puis on est comme une petite mouche tannante pour les libéraux, puis le Bloc, puis le Parti québécois. On leur dit oubliez pas l'environnement, oubliez pas les Autochtones, oubliez pas. Puis les gens aiment ça parce qu'on est là pour rappeler les enjeux importants, mais jamais ils votent pour nous parce qu'ils pensent que notre plan électoral c'est utopique puis qu'on n'arrivera jamais à faire compromis. Mais ils aiment ça qu'on existe parce que si on existe, ben, on protège certains enjeux, mais on n'est pas. En même temps, ils sont jamais assez forts pour faire de nouvelles politiques puis changer les choses. Changement aussi. Moi, je trouvais intéressant le facteur de confiance que ça avait emmené parce que j'avais, pour faire l'exposé, j'avais lu toute la juste part puis il disait que justement que pour que la société fonctionne, il faut une partie de confiance puis une partie de contrainte parce que individuellement, on est porté à agir pour soi et à enfreindre les règles qui sont là. Puis si on voit que trop de gens enfreignent les règles, bien, ça nous fait perdre conscience puis ça nous donne envie d'enfreindre aussi les règles. Comme par exemple, quand on va à la SAC, quand on va à la SAC pour acheter un auto, ben, souvent on va dire que l'auto on l'a acheté à 1$ pour éviter de payer les frais de taxes. Puis c'est tellement, dans le fond, pas mal, il y a beaucoup de monde qui font ça. Puis c'est comme rendu, tellement qu'il y a de monde qui le font, c'est comme rendu accepté. Puis dans le fond, ben, ceux qui sont juges, ben, eux ils vont dire non, regarde, nous, on est les contribuables, c'est pas vrai que tout le monde fait ça, finalement. Ouais. Mais d'ailleurs, dans les pays comme Haïti ou le Sénégal, etc., un des enjeux, c'est de collecter l'impôt. C'est que les gens pourraient, parce qu'il y a un énorme secteur informel qui n'existe pas du tout dans nos pays. Vous allez vous promener dans les rues, là, il y a des commerçants partout sur le bord, sur les trottoirs qui vendent 2-3 trucs. L'économie informelle, elle est fondamentale. Et les gens, ben, ce qu'ils gagnent, ils le gardent. Donc, un des enjeux énormes, et pourquoi c'est si difficile des fois de construire l'État dans les pays du Sud, c'est que c'est justement de collecter l'impôt, parce que ça suppose, comme tu dis, une certaine confiance. Or, la confiance, surtout dans les sociétés où la démocratie a du mal à s'installer, elle n'est pas énorme. Si tout ça a pu être construit au Québec, l'État-providence, c'est parce que les gens payent leur impôt, volontairement. Hein, c'est volontaire. Et s'ils se mettent à frauder de tout bord, tout côté, ben, on n'en aura plus d'État-providence, c'est certain. Est-ce qu'il y avait... Alors là, si je récapitule les réponses à notre question de recherche, il y en a eu là. Améliorer la communication publique sur l'impôt. Et faire comme ce que vous avez fait, quand je vous filme, c'est-à-dire donner des données réelles, informer mieux les gens. On revient encore, hein, ça va revenir tout au long du livre, ça. Cet enjeu de mieux informer pour lutter contre les préjugés qui se séparent, dans le fond, et retrouver la solidarité. Ouais. Puis, on a aussi lutter contre la fracture entre les élus, les gens et la politique, ouais, pour qu'ils retournent, qui votent pour des partis qui reflètent vraiment leurs valeurs. Là, on pourrait parler du mode de scrutin proportionnel aussi pour donner plus de place à des partis comme Québec solidaire. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre comme solution là? Comment rapprocher, sortir de ce mépris, etc. Qu'est-ce qu'on a dit? Il y avait une autre idée là que j'avais eue. Rappelez-vous la discussion qu'on vient d'avoir? Je vous filme là. L'État-providence, le néolibéralisme évidemment aussi. Alors, lutter contre cette idée que les riches, on les admire parce qu'ils sont riches. Et donc on leur demande rien, alors que les pauvres qui sont pauvres, on va, comme vous dites, on fait la chasse aux pauvres. Donc dans le fond, mais ça, on est dans la culture la plus profonde du rêve nord-américain, du self-made man, de tout est possible ici, qui se répand, comme le dit Jean-Baptiste, qui se répand peut-être dans le monde. Une affaire que j'ai pensé aussi, c'est que on a peur que les riches s'en aillent. Et certains, il y a comme une idée que si on augmente l'impôt des riches, ils vont partir ailleurs dans un pays qui va être moins imposé, puis on ne va plus avoir de richesse parce que
c'est les riches qui apportent la richesse. Fait que ça, on les impose pas, mais ils vont partir, puis une donnée qui peut être relevée pour justifier ce point de vue-là, c'est qu'il y a moins de riches au Québec que, par exemple, ailleurs au Canada. Parce que, mettons, le seuil de 1% de riches est à 178 000, mais, mettons, ailleurs au Canada, c'est 223 000. Fait qu'il y a comme moins de riches au Québec qu'ailleurs. Mais enfin, il y a les 80 personnes, on aimerait. Les 1%. Attends, j'ai un petit problème. De prendre conscience que la notion de bonheur, comme l'a dit Poésie, et l'importance du matériel n'est pas la même pour tout le monde. Et du coup, essayer de provoquer des rencontres interculturelles et pas de laisser les autochtones dans leurs réserves et les Québécois entre eux. Et ça aussi, ce qu'on peut faire aussi, c'est... Je sais pas comment ça se passe au Québec, mais je sais que par exemple en Colombie, à partir du moment où on a de l'argent, on va en école privée. Et c'est une obligation. En France, pas forcément. On peut très bien aller en école publique, ça dépend vraiment de... Mais au Québec, comment ça se passe du coup pour ça, pour l'école? C'est le choix. C'est plus le choix ou c'est Oui, plus... mais dans les... Mais de plus en plus, on voit qu'il y a plus d'élèves, de familles qui décident d'envoyer leurs enfants dans les écoles privées. C'est-à-dire, dans les écoles privées, c'est les enfants de familles riches. Ouais. Okay. Mais il y a des enfants de familles riches qui vont C'est ça, c'est ça. C'est comme en France, à peu près. Okay. Sauf la question de la religion. Ah oui. Ça, c'est très différent. Les écoles privées en France sont religieuses, alors qu'ici, elles ne sont pas forcément. Okay. Non, c'était juste une question. Ça aussi, ça permettait ou pas de mélanger des personnes de plusieurs classes sociales et du coup de... Non, la mixité sociale, c'est vraiment dans les écoles publiques. Oui. Moi, j'ai un enfant, j'ai 5 enfants, j'en ai un à l'école privée. C'est vraiment très flagrant. Ils sont tous des enfants du même milieu social. Alors que ceux qui sont dans l'école publique, là, il y a vraiment la mixité sociale. Puis il s'en rend compte, mon fils, d'ailleurs. C'est intéressant. Il n'y a pas des écoles pour autochtones, rassurez-moi. Juste. Non. Dans leur village, mais pas... Jusqu'au primaire, on apprend la langue, puis dans les écoles primaires, aussitôt qu'ils veulent faire des études comme aller au secondaire, il y avait un reportage hier sur ça, ils veulent faire des études au secondaire ou post-secondaire, il faut qu'ils viennent en ville. Ils viennent en ville, dans les grands centres. Ouais. Ça, sont déracinés, puis c'est pour ça que le reportage hier à Radio-Canada, il n'avait cette étude à l'école secondaire. C'était félicité. C'est quand même... C'est pas un signe de grand bonheur, en tout cas. Mais en tout cas, je suis en train de penser à ça. On dirait que c'est vraiment dur de concilier. Mais c'est ça, il faudrait vraiment laisser une plus grande place aux chefs autochtones, justement, pour être plus au courant de c'est quoi leur point de vue rendu là. Est-ce que, mettons, parce qu'ils ont comme une perte d'identité de repères. Fait qu'est-ce qu'ils veulent, mettons, un plus grand territoire pour revivre ce qui était avant, ou peut-être pas nécessairement non plus. On dirait qu'on sait pas c'est quoi leurs besoins, on sait pas ce qu'ils veulent. Puis en même temps, est-ce qu'on veut vraiment, pas en tant que personne, je veux dire, je pose la question, est-ce qu'on veut vraiment le savoir? Parce que pourquoi on leur donne pas de la place dans l'espace public? Pourquoi on leur donne pas une place dans les partis pour qu'on puisse savoir c'est quoi leur point de vue puis qu'on puisse les intégrer? Mais de répondre à ta question, mais en tout cas, avec moi, avec mon vécu que j'ai connu un peu c'est quoi les raisons d'origine. Puis qu'est-ce que mon père m'a dit, c'est que c'est exactement ça, c'est pas qu'on connaît pas leurs besoins, c'est juste qu'on s'en fout. Non, mais c'est pas qu'on veut pas savoir c'est quoi leurs besoins, c'est qu'on veut savoir c'est quoi nos besoins. C'est juste ça que... On les écoute pas. Vous venez de dire quelque chose d'intéressant, mais qu'est-ce que vous avez fait dans le sens de changer ça? Moi, c'est à ce niveau que je suis. Par exemple, le projet Vivre Ensemble, moi, je me suis pris dans le cadre de l'anecdote de la souris dont les petits ont été noyés par le fleuve et qui se met à prendre des gorgées pour aller cracher ça, pour dire que voilà, je vais aspirer le fleuve. C'est absurde, ridicule à la limite, mais c'est un projet et on y met du cœur. À l'échelle individuelle, aussi insignifiant qu'on soit, on a quand même le cœur de faire quelque chose. Et moi, je suis très politique, très action politique. Je dis chaque fois qu'un choix électoral, par exemple, c'est au tribunal de l'histoire qu'on juge le choix qu'on fait d'un dirigeant. Tout acte qu'il posera
vous incombe. La politique d'un État, où vous vivez, où vous êtes citoyen, tout acte qui est posé, il vous incombe. Vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous faites pour que les choses que vous considérez ou pensez idéales se réalisent à votre niveau? J'ai voté Québec solidaire. Allez-vous voter d'abord? Pensez-y, vous pourriez voter. Alors, Victoire, je suis obligée de... Il faut que je branche Mais mon... en même temps, j'ai dit j'ai voté Québec solidaire, mais l'affaire, c'est qu'on a quand même... Ouais, on peut, mettons, voter... Il y a des gestes plus concrets que, mettons, voter. Mais, mettons, quand on vote, il y a quand même un choix limité de partis. Puis ça ne veut pas dire qu'on était d'accord avec toutes les idées de ce parti-là, même si on vote pour ce parti-là, mais pour ça, je suis un peu nuancée dans quand on dit, ben là, quand on vote, ben dans le fond, on vote pour le représentant, puis on est comme d'accord avec ces idées, mais on n'est pas nécessairement d'accord avec toutes les idées. Tu comprends ce qu'elle dit? On participe de l'intérieur au changement de ce système, alors. On y va, on impose d'autres idées. Qu'est-ce que, dans la plateforme, ne vous satisfait pas? Essayez de changer ça. Autrement dit, devenez membre d'un parti et imposez votre programme dans la commission jeunesse du parti politique. Mais on peut travailler au niveau social aussi, on peut le faire autrement, travailler pour un Calax. Je travaille sur le Calax, Et... qui est un centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Oui. Et puis surtout, vous êtes des communicateurs, vous travaillez dans la culture, dans le changement des idées, dans la lutte contre les préjugés. Vous avez parfaitement montré comment vous avez déconstruit les préjugés. Maintenant, avec ce savoir-là, ben, vous allez faire votre chapitre, mais vous avez aussi maintenant acquis cette conscience et vous pourrez, dans toute votre pratique, jour après jour, lutter contre ces préjugés. Alors c'est le rôle dans la politique, il y a le social, mais il y a aussi la culture, les mots. Comment vous allez pratiquer votre métier de communicateur? Justement, il y a été beaucoup de questions de l'ironie comme outil pour sensibiliser. Et cet été, j'ai fait une recherche pour ma directrice de maîtrise sur différentes recherches, justement. Et il y avait une étude de réception qui montrait que souvent l'ironie était reçue différemment par les gens qui pouvaient être considérés dans un rapport d'oppression, mettons par les oppresseurs et les opprimés de façon différente. Donc, mettons, devant une situation ironique, les gens qui se percevaient comme opprimés et qui voyaient dans le message quelque chose qui était apporté à leur défense, qui pouvait les aider, tandis que les oppresseurs, ils voyaient la vérité, même si c'était au niveau ironique. Donc, dans ce cas-ci, ce que Plume la Traverse peut dire sur les pauvres, ben, par une personne riche pourrait être décodée, selon cette étude-là, comme étant la vérité. Il dit des choses, ben, c'est ça, c'est comme ça qu'il faut les traiter, alors qu'une personne pauvre pourrait dire, bon, il y a quelqu'un qui dénonce notre réalité. Fait que l'ironie, là, c'est quand même touché pour c'est délicat. L'ironie, je trouve que ça démontre la colère. Tu sais, la personne qui a écrit avec ironie, il faut être comme un peu en colère. Mais ça, c'est la production, mais comment c'est reçu, ça? On n'a pas le contrôle là-dessus. Puis nous, il faut faire attention à ça quand on produit et qu'on écrit. Victoire? Le fait d'avoir des personnages comme Louise Gratton, les Bougons, tout ça, si les gens, souvent, ils vont le prendre au premier degré, puis ils ne vont pas pousser leur réflexion. Donc, d'abord, c'est tout des BS. Mais par exemple, les Bougons sont devenus synonymes de BS et de prestataires d'aide sociale au Québec. Mais c'est pas ça qu'ils voulaient faire, c'était vraiment une critique. Ils voulaient justement que les gens à réfléchir, mais ça veut pas. Au départ, le mot Bougon, c'était pas nécessairement associé à ça, mais maintenant, à cause de cette série-là, on fait le lien. Victoire, j'étais manquée. En fait, je voulais juste rebondir sur ce que tu avais dit par rapport au fait que ne faut pas penser que nos petits gestes ne vont pas changer le monde. Et en fait, j'ai lu l'encyclique, la lettre du pape, l'encyclique sur l'environnement. Et il y a une phrase qui m'a vraiment marquée, donc je traduis grossièrement, mais en gros, il disait que justement, il ne faut pas penser que les petits gestes de bonté, ça ne va pas changer le monde, parce que au fur et à mesure, à long terme, ça va vraiment diffuser, ça va s'étendre, les petits gestes de bonté, puis les gens, ils ont tendance à s'imiter entre eux. Puis il disait aussi que des actions comme ça restaure notre sens comme d'humanité, puis notre self-esteem, et que c'est bénéfique à long terme. C'est quoi, il n'y a pas une chanson là de « Ce sont les gouttes d'eau qui finissent par faire des ruisseaux et des rivières ».
Jacques Michel. Oui, c'est ça, voilà. Mais il faut penser que dans tout ça, il y a des rapports de pouvoir aussi, puis il y a des privilèges dont certaines personnes, certains organismes ne veulent pas se départir, puis malgré toutes nos bonnes intentions, ceux qui tirent sur la couverture ont beaucoup de choses à gagner. C'est ça qui... C'est ça. C'est pour ça que, comme le disait Aruna, il faut continuer à travailler aussi au plan collectif. On ne peut pas juste se dire, c'est individuellement, on va changer le monde, il faut... Et la politique, et justement les politiques de redistribution des richesses, etc., il ne faut pas qu'on abandonne ça en se disant on va faire notre affaire de notre côté. Il faut travailler sur les deux fronts. Oui. Je voulais juste ajouter que c'est sûr qu'il faut travailler au niveau collectif, mais tout changement collectif part quand même d'un changement individuel. Donc il faut apprendre à changer notre façon de faire puis notre vision des choses individuellement pour ensuite arriver à construire quelque chose collectif de ce. Et c'est l'enjeu même, je dirais, de la communication publique. Parce que vous vous adressez à des personnes, mais vous voulez créer un changement, enfin une prise de réflexion collective. C'est ça qui est vraiment intéressant en communication publique. Vous produisez des messages, vous publiez des articles, chacun va le lire individuellement, et qu'est-ce que ça va donner collectivement? Hein, ça se situe vraiment là, à ce carrefour. La communication peut jouer un rôle majeur dans tout ça. Je tourne le dos, il y a peut-être